révélé ce matin plusieurs éléments troublants sur le volet français de l'affaire Epstein. Il y a 3 semaines, le millionnaire américain mettait fin à ses jours dans sa prison aux États-Unis alors qu'il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement des dizaines de femmes et de jeunes filles. On en parle avec les journalistes Théo Hetch, bonsoir, et Olivier Liffrand. Vous êtes les auteurs de ces révélations, de cette enquête. D'abord, justement, avec vous, Adrien, on va revenir justement sur les faits. Oui, absolument. Jeffrey Epstein, qui avait donc un pied-à-terre à Paris, enfin, un pied-à-terre de 800 mètres carrés quand même. Il rentrait de France, d'ailleurs, lorsqu'il a été arrêté à sa descente de l'avion. Il y venait souvent à Paris, mais à quoi ressemblaient donc les virées parisiennes du milliardaire ? Lisa Beaujour résume votre enquête. Avenue Foch, tout près de l'Arc de Triomphe. C'est dans ce quartier très huppé qu'habitait Jeffrey Epstein à Paris, dans un appartement de 800 mètres carrés. Des journalistes de France Info ont rencontré son homme à tout faire, qui leur a raconté le quotidien de l'homme d'affaires américain. D'après son intendant, Jeffrey Epstein était toujours entouré de jeunes femmes. Elles étaient souvent plusieurs en même temps et restaient quelques heures ou quelques jours. Comme dans sa résidence de New York, l'appartement de Jeffrey Epstein comportait une salle de sport et une salle de massage. Les jeunes femmes étaient payées pour le masser. L'intendant raconte. On peut parler de prostitution, mais je ne pense pas que toutes ces prestations étaient accompagnées de relations sexuelles. Il ajoute qu'au début, Epstein se faisait masser au minimum 2 fois par jour, voire 3 ou 4 fois. Dans un petit livre noir, on a d'ailleurs retrouvé sous l'inscription Massage Paris une trentaine de noms. Aux États-Unis, les plaignantes américaines racontent que c'est dans la salle de massage qu'elles ont été agressées sexuellement, avant d'être payées plusieurs centaines de dollars. Alors Théo Hetch, premier élément troublant, c'est le témoignage de son majordome, justement en France. Vous avez pu le rencontrer et il vous a expliqué qu'il a pu visiter tranquillement la semaine dernière l'appartement parisien de Jeffrey Epstein. Tout à fait, c'était le 21 août, mercredi 21 août. Et donc il s'est rendu dans cet appartement pour une raison qu'il n'a pas voulu nous dire. On a demandé à son avocat également qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc ça, c'est un point qui sans doute va interroger les enquêteurs et qui pose aussi des questions sur le retard qu'a pris l'enquête à démarrer en France. Alors la visite de l'appartement, elle a eu lieu à la demande du trust finalement, des héritiers. En quelque sorte, Epstein. Ce qu'on sait, et c'est ce que l'épouse effectivement de ce majordome nous a confirmé, c'est qu'en fait, celui-ci n'est pas au chômage. Il est employé par le trust en question qui est chargé de la succession. Il est toujours payé aujourd'hui. Ouais. Il est toujours payé, et en tout cas, c'est ce que nous confirme son épouse. Ouais. Est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire parler, à faire parler son épouse, ou finalement il a assez vite accepté, parce qu'il y a quand même beaucoup de mystères qui entourent cette affaire. Ça a été compliqué pour vous ? Au début, ça a été très compliqué. Il ne voulait pas du tout parler aux journalistes. Et puis, il y avait son avocate aussi qui l'incitait à ne pas parler. Donc, au début, il ne voulait pas du tout. Et puis, à force de discuter un petit peu, de lui expliquer comment on travaillait, on a senti aussi que toute la pression qu'il avait accumulée ces derniers jours, c'était un peu lourd sur ses épaules. Et il a eu besoin de parler. On était là à ce moment. Et du coup, il nous a raconté un certain nombre de choses. Alors justement, il a pu vous raconter un certain nombre de choses, mais le plus étonnant dans cette affaire, c'est que ce majordome, cet intendant, n'a pas été entendu par les enquêteurs. Oui, tout à fait. Il n'a pas été entendu par les enquêteurs, ni par les autorités françaises, ni par les autorités américaines. Et voilà, l'Office central de répression contre les violences faites aux personnes, qui est en charge de cette enquête, ne l'a toujours pas identifié, interpellé. Il n'y a pas eu de perquisition dans cet appartement. Ce qui est assez fascinant dans les conversations que vous avez pu avoir avec lui, on pourrait s'imaginer que cet appartement de 800 mètres carrés était une espèce de forteresse, mais en réalité, il y a énormément de gens qui sont venus dans cet appartement, des gens connus. On parle notamment de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, du prince Andrew, du couple Bill et Melinda Gates, en France de l'ancien ministre Jack Lang. Ils y venaient faire quoi ? Alors c'est une bonne question, en tout cas pour Jack Lang, on en a discuté avec lui, il nous a confirmé qu'il était allé à un déjeuner, donc il ne nous a pas dit avec quels étaient les autres convives. Mais Jack Lang que nous avons souhaité faire réagir et qui n'a pas tenu à s'exprimer dans cette émission. D'accord, et effectivement, Jack Lang connaissait Jeffrey Epstein depuis pas mal d'années, ils se sont rencontrés en fait lors d'un dîner qui était organisé par la princesse Bourbon des Deux Siciles. Donc, c'est à partir de là, ils ont entretenu une relation... C'est les Gotha un peu parisiens. Voilà, c'est ça. Des mondanités. C'était des mondanités.
Qu'est-ce que vous avez appris très précisément des relations de Jeffrey Epstein avec les femmes qu'il faisait venir chez lui? Alors déjà, ce que ce majordome nous a confirmé, c'est que premièrement, il y avait un certain nombre de femmes, souvent plusieurs en même temps, qui venaient à Paris, dans cet appartement, que c'était pour des relations tarifées, des massages, qui étaient, en tout cas occasionnellement... Des relations sexuelles ou pas? Voilà, en tout cas occasionnellement, qui étaient accompagnées de relations sexuelles, pas toujours, mais des massages et des relations sexuelles. Et des femmes mineures ou majeures? Alors, d'après le majordome, lui nous dit elles étaient majeures. Maintenant, il n'a pas vérifié, il leur a pas demandé leur carte d'identité. Alors ces femmes, vous avez pu en identifier plusieurs? Oui, 2. On a identifié au moins 2, en tout cas au moins 2 de façon certaine. Une française qui avait environ 24 ans lorsqu'elle a pris en 2003 l'avion d'Epstein pendant plus de 3 mois. Et une autre, une américaine qu'on a contactée. Enfin, les 2, on les a contactées. La française n'a pas souhaité nous répondre. Et l'américaine, elle nous a... donc, elle a voyagé pendant plus d'un an avec Epstein, notamment à Paris, à Saint-Tropez, à New York, dans les îles Vierges. Et Il possédait un jet privé, Epstein possédait un jet privé. Oui, tout à fait. Alors, et je termine juste là-dessus. Et donc, cette américaine nous a répondu et nous a confirmé qu'elle coopérait actuellement avec les autorités américaines sur ce dossier. C'était un dossier difficile, sensible, donc elle n'a pas souhaité en dire plus. Alors Lucie, la justice américaine a abandonné hier les poursuites contre Jeffrey Epstein. Bah oui, en fait, c'était une obligation pour le juge, puisque je vous le rappelle, on en a parlé, mais Jeffrey Epstein s'est suicidé le 10 août dernier. Mais l'affaire, elle, n'est pas pour autant terminée. Pourquoi ? Parce que la justice continue d'enquêter sur des possibles complices de l'homme, à la fois aux États-Unis, mais aussi en France. On fait le point avec Claire Giroux. En mettant fin à ses jours dans sa cellule new-yorkaise, quel secret Jeffrey Epstein a-t-il emporté avec lui ? À 66 ans, le financier multimillionnaire était inculpé entre autres d'exploitation sexuelle de mineurs. Il risquait 45 ans de prison. Les juges lui reprochaient d'avoir organisé dans les années 2000 un trafic de prostitution de mineurs qui aurait pu avoir lieu dans son 7000 m² new-yorkais ou sur cette île privée, dans la Caraïbe. Financier à succès, Jeffrey Epstein était à cette époque entouré d'un célèbre réseau d'amis. Le prince Andrew, l'un des fils de la reine d'Angleterre, l'ancien président américain Bill Clinton, mais aussi Donald Trump, que l'on aperçoit ici à ses côtés en 1992. L'annonce de son décès déclenche un scandale aux États-Unis. Sa mort est perçue comme un moyen pour de nombreuses personnalités d'échapper à des accusations ou des poursuites. Un scandale qui fait tache d'huile. 2 Français pourraient être inquiétés. Le patron d'une agence de mannequinat et un dirigeant d'une grande chaîne hôtelière. Voilà, on parle d'enquête aux États-Unis, en France. Olivier, est-ce qu'il y a une collaboration entre le FBI et les policiers français ? Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où justement le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire, ils ont dit que c'était aussi sur la base d'échanges entre les autorités américaines et françaises. Or, ce que nous dit une source policière, c'est que justement, il n'y a pas d'échange et que le FBI ne collabore pas autant que les autorités françaises le souhaiteraient. Ça veut dire que le dossier est vide ? A priori, pour le moment, il semble vide. Donc du coup, tant que le dossier est vide, la justice française ne peut même pas avancer. Voilà, et c'est ce que nous dit aussi cette source policière, c'est que même une perquisition justement au domicile parisien d'Epstein est pour le moment impossible d'un point de vue légal. On sait pourquoi ? Il ne s'est pas attardé sur cette question-là. Ouais. On a le sentiment que Jeffrey Epstein était un homme extrêmement protégé. C'est un peu le sentiment que ça nous donne, notamment avec cette absence de collaboration, le fait qu'il voulait rester absolument discret lors de ses passages à Paris. C'est un peu ce qui ressort. Oui, c'est ce que, en tout cas, c'est ce qui ressort de notre entretien avec l'intendant, c'est qu'il était très, très secret, Jeffrey Epstein. Par exemple, le majordome nous raconte une anecdote. Il nous dit qu'un jour, il est allé chercher un des amis de Jeffrey Epstein à l'aéroport. Cet ami, dans la voiture, lui demande « Il est là depuis combien de temps, Jeffrey ?» Et le majordome, au volant, lui répond « Je suis désolé, monsieur, je ne peux pas vous le dire. » Bon, l'ami a été un peu étonné. Arrivé à l'appartement de Jeffrey Epstein, il lui raconte l'anecdote. Et ensuite, l'intendant était très fier de dire Monsieur Epstein m'a félicité de ne pas avoir dit depuis combien de temps il était là. Donc, il gardait son agenda secret et l'agenda des femmes qui l'accompagnaient également très secret. Là, vous parlez de ses amis, mais le majordome évoque aussi sa famille, et notamment le frère de Jeffrey Epstein. Il dit en gros qu'il ne l'a jamais rencontré. Est-ce qu'il était familialement seul ?
En tout cas, l'intendant nous a décrit quelqu'un de relativement seul. Ouais, en parlant de son patron, il nous dit même je préfère la vie que j'ai eue à la vie que j'ai à celle qu'il a eue. Voilà, c'est assez fort et effectivement, il nous raconte un homme relativement seul. Et au niveau des relations qu'avait son intendant avec Jeffrey Epstein, comment ça se passait? Parce qu'on parle d'un homme très secret. Visiblement, l'intendant savait quand même un certain nombre de choses. Quelle impression sur la relation des deux hommes vous avez eu, vous? Après, lui-même nous l'a dit. Sa phrase, c'est je le levais, je le servais, je le couchais. Donc c'est quand même le but de son travail au quotidien, c'est de répondre à tous les désirs et tous les souhaits de son patron. Après, ça lui impose aussi une certaine réserve. Donc il peut pas non plus se mêler de tout. Les portes sont fermées parfois, donc il ne peut pas tout voir. C'est notamment le cas de ce salon, de cette salle de massage, où justement il ne peut pas pénétrer pendant que Epstein reçoit ses massages. Donc voilà, il y a quand même, il est à la fois proche, parce que ça fait 18 ans quand même qu'il travaille pour lui, qu'il l'a suivi aux États-Unis, qu'il l'a suivi dans ses différentes propriétés, mais en même temps, il y a ça, une certaine distance de relation patron-employé. Il y a eu une association qui a reçu visiblement des témoignages d'une dizaine, je pense, de jeunes femmes en France concernées qui seraient des potentielles victimes de Jeffrey Epstein. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec l'une d'entre elles ou avec l'association en question ? Oui, on a eu la présidente de cette association, Innocence en danger, qui explique effectivement qu'elle a reçu des témoignages sur des faits commis effectivement en France. Pour l'instant, elle n'a pas voulu nous en dire plus et elle n'a pas transmis en tout cas ces faits à la justice pour le moment. Ça va être fait et peut-être que ça va permettre de lancer ensuite la procédure, mais pour l'instant, la justice n'a pas reçu de faits des avocats de cette association. Ça veut dire que ces jeunes femmes-là n'ont pas été entendues pour le moment par la justice française. Par la justice, non. Pas du tout. Dernière question, elle concerne bien sûr l'une des sources de votre enquête, c'est le majordome. Il est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Il est inquiet, il a peur pour sa sécurité. Déjà, ils se sont un peu harcelés par les journalistes, il faut le dire. Et puis, c'est un homme qui nous a semblé relativement en deuil, en fait, parce qu'il avait une relation, comme on l'a dit, assez particulière avec son employeur. Et son employeur aussi l'a fait entrer dans un monde qui était complètement surréaliste pour lui. Il partait de son petit pavillon et puis il allait dans un appartement de 800 mètres carrés avenue Foch. Et puis il allait aussi aux États-Unis, à New York, à Central Park. Donc voilà, il sort un petit peu de ce rêve éveillé également. Alors, ces révélations, cette enquête, elles sont consultables sur le site franceinfo.fr ou sur notre application France Info. Merci infiniment Théo Hetch et Olivier Liffrand d'avoir été les invités du 17-20. On va traverser la Seine, justement.